Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique pour l'hôtellerie, puisque j'ai fait plutôt une école de commerce. J'ai fait l'EDEC à Lille et j'avais plutôt orienté ma spécialisation dans le domaine du marketing. J'ai eu un an de césure durant lequel j'ai travaillé pour le groupe LVMH. J'ai eu la chance de travailler chez Parfum Christian Dior, puis chez Louis Vuitton en développement produit. C'était une année complètement géniale et je pense la meilleure formation qu'on puisse avoir en marketing. Du coup, après cette année de césure, plutôt que de faire un master en marketing, j'ai choisi de faire un master en entrepreneuriat. Parce que l'idée de monter ma boîte dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration me démangeait. Puis je suis partie en Chine voir un peu comment ça se passait là-bas pour une mission de marketing intelligence. Et en fait, mon papa est venu me voir là-bas. Il m'a dit, bah ça y est, tu sais, mon projet hôtelier, je vais vraiment m'y mettre. Lui, il avait quitté le groupe Accor quelques mois plus tôt. Ça y est, il était prêt à se lancer. Il m'a dit, bah voilà, je vais prendre des bureaux, je vais recruter une équipe. J'ai besoin de quelqu'un pour le marketing et la communication. Est-ce que tu veux que ce soit toi? Alors là, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, mais en fait, il m'en a pas fallu tant que ça, parce que moi, le milieu de l'hôtellerie et de la restauration dans son ensemble, ça m'a toujours un peu fascinée. Et puis j'avais 25 ans, j'avais absolument rien à perdre. Et l'idée de travailler sur une création de marque, bon, bah, ça, c'était une opportunité qui ne se serait pas représentée deux fois. Donc j'ai dit oui. C'était il y a quasiment 10 ans. On a démarré à deux dans un petit bureau prêté par des copains. Et maintenant, on a 10 hôtels ouverts et 170 collaborateurs. J'ai changé de poste il y a 10 jours, mais mon poste initial, c'était d'avoir la responsabilité du marketing et de la communication pour la marque Coco Hotel. Ça s'est articulé de plusieurs façons. Au tout début, quand on a démarré Oco, il fallait tout inventer. Moi, j'ai eu un brief qui m'a été donné par mon père qui m'a dit, je veux qu'on soit le meilleur hôtel pour la clientèle d'affaires. Ça, c'était le brief de départ, avec un positionnement 4 étoiles. Là-dessus, moi, je suis partie sur toute la déclinaison du concept autour de cette demande. Aussi bien la décoration que l'offre F&B, l'attitude de service, les codes de la marque, le logo, l'odeur dans les parties communes. Il a fallu tout inventer de A à Z. C'était un travail super riche que j'ai vraiment adoré. Du jour où nos hôtels ont ouvert, les problématiques, elles ont commencé à changer. Puisque là, le sujet, c'était plus de créer la marque, elle l'était déjà. Le sujet, c'était notamment de garantir une homogénéité entre nos différents établissements. Puisque dès la première année, on a ouvert 3 hôtels. Donc, quand on a une stratégie de marque, à la fois, c'est hyper important qu'il y ait des codes communs qui soient bien respectés partout. Et en même temps, c'est bien de laisser une marge de manœuvre aux équipes en local pour que tous les hôtels ne se ressemblent pas. Donc, il y a eu beaucoup de boulot là-dessus. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les équipes sur les sujets de la qualité. La qualité chez Oco Hotel, c'est vraiment notre marque de fabrique. On a une satisfaction client qui est parmi les plus élevées du marché. Et ça, forcément, c'est un travail au quotidien. Voilà, ça a été la deuxième étape. Et récemment, très très récemment même, j'ai pris le poste de directrice générale adjointe. C'est un petit peu voilà, la suite logique de cette évolution, puisque ça va faire 10 ans que je suis chez Oco Hotel, que j'ai contribué à créer cette marque et qu'aujourd'hui j'ai envie de développer cette entreprise.
et que mon père s'approche lentement mais sûrement des 70 ans. Donc, il souhaite commencer à prendre un petit peu de recul tout en continuant à nous accompagner vers la suite de nos aventures. Comme pour tout le monde, elles sont super compliquées. D'abord, on a dû gérer avec des ouvertures, fermetures d'hôtels. Alors, ouvrir et fermer des hôtels qui font souvent 120, 150 chambres, c'est évidemment beaucoup de travail et beaucoup de stress. Et en plus, comme tous les acteurs du secteur, on est un peu obligé de composer au fil de l'eau avec les informations qu'on a de la part du gouvernement. Donc, parfois, on rouvre. Et puis on referme un mois après parce que en fait, il n'y a pas d'activité. Donc ça, c'est très difficile à gérer et ça pose aussi la question de comment on continue de mobiliser nos collaborateurs, les équipes des hôtels qui sont en activité partielle et pour qui c'est pas très facile à vivre. Au siège, c'est pas franchement plus facile puisque au premier confinement, on était tous en full télétravail. Et là, sur le deuxième confinement, on avait commencé par un télétravail complet. Et là, depuis hier, on a donné la possibilité à nos équipes de revenir travailler au siège 2 jours par semaine. Parce que on trouve que ce confinement, ce deuxième confinement, psychologiquement, il est plus difficile à vivre pour tout le monde. Et donc, forcément, la motivation, elle est en baisse parce qu'il y a un côté déjà vu, il y a une situation qui est préoccupante économiquement. Donc, on avait besoin de recréer du lien entre nos équipes qui puissent se retrouver et qui puissent à nouveau travailler ensemble. Alors, notre stratégie marketing, elle a beaucoup évolué depuis l'ouverture de nos hôtels. Il y a eu un sujet qui est constant chez nous, qui est l'amélioration permanente. Ça peut paraître basique, mais en fait, nous, on a pour habitude tous les matins, la totalité de l'équipe OCO, de lire tous les commentaires qui sont tombés dans la nuit. Voilà, donc c'est notre petit rituel d'entreprise. C'est quelque chose qui nous parle tous, donc du directeur financier à la directrice de la construction, en passant par moi. On lit ces commentaires et tout ce sur quoi les petits irritants, les petits sujets, les remarques aussi parfois super pertinentes des clients, on essaie de les prendre au vol et comme ça, on a tous ça en tête. Et puis quand on voit un sujet qui revient, et ben on se dit, allez, là, celui-là, il faut faire quelque chose. Hop, on le met dans les mains du comité qualité et on essaie de trouver des solutions rapides. Ça, je pense que ça fait un peu, ça fait partie de nos atouts parce que on a beau être un petit groupe, on a quand même structuré ce sujet qualité pour répondre de façon quasi systématique à certains irritants et à certains dysfonctionnements. Donc ça, c'est une bonne base. Après, il y a un deuxième sujet qui est celui de l'innovation, qui est central aussi chez nous. C'était hyper important pour Oco Hotel de ne pas se laisser dépasser, parce que quand on a ouvert notre premier hôtel en 2014, on était vraiment parmi les premiers de l'hôtellerie lifestyle, aux côtés de Mama Shelter par exemple. Depuis, il y a plein de marques qui ont ouvert, plein de nouveaux concurrents sur ces créneaux, et donc c'est plus si exceptionnel de faire des hôtels avec un lobby sympa, avec un staff un peu plus chaleureux et avec un concept un peu plus moderne. Donc il faut réinventer des nouvelles choses et ça peut se faire au travers de plein de sujets différents. Pendant le confinement notamment, on a complètement remis à plat notre offre F&B. Jusque-là, le petit déjeuner était offert. On a décidé qu'il serait payant. Jusque-là, on servait un apéritivo gratuitement sous forme de buffet. On a décidé de le transformer en apéritivo qui était servi à l'assiette. Donc voilà, des changements assez fondamentaux. On a imaginé une offre à la carte qu'on pourrait proposer à nos clients qui souhaitent déjeuner ou dîner dans nos hôtels. Et on a fait tout ça en 1 mois et demi. C'était un travail complètement colossal et moi j'aime bien me dire que ça c'est l'atout de Cohotel, c'est sa capacité à se remettre en question et à sortir des produits extrêmement, des projets et des innovations extrêmement vite, tout en gardant en ligne de mire l'ADN de la marque.
Et puis, notre dernier atout dans la stratégie marketing, et ça, c'est très important, c'est de jamais perdre de vue la dimension RSE. En fait, si on en fait un sujet totalement à part, ça devient plus compliqué et il faut que ce soit un sujet qui est traité à tous les niveaux. C'est une super bonne question. Heureusement pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, notre clientèle, c'est 50% de la clientèle d'affaires et 50% de la clientèle loisir. Donc moi, je dis souvent, si vous avez vraiment un bon produit, avec un peu de chance, non seulement il va conquérir votre cible, celle que vous aviez identifiée, mais avec un peu de chance, il va aussi conquérir des cibles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc ça, c'est la bonne surprise qu'on a eue, c'est que notre concept, il a énormément plu à notamment la clientèle couple ou retraités, des personnes qui voyagent à deux ou avec un bébé par exemple, et qui le week-end, pendant les vacances scolaires, se déplacent dans toute la France. L'autre bonne surprise, c'est que on a eu une très forte proportion de clientèle internationale dès le début de notre fonctionnement. Aujourd'hui, nos clients, c'est 50% des Français et 50% des internationaux. Là, je pense que c'est la qualité des notes qu'on a tout simplement sur les différentes ETA et les différents sites de notation qui nous sort du lot et qui génèrent de la réservation auprès des étrangers. Alors, c'est une question super pertinente et c'est une recette qui nous paraît assez évidente, mais qui n'est pas tant que ça. Déjà, il y a différents stades à la RSE. Le premier stade, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit à tous les niveaux, c'est le stade de la construction. Nous, on a la chance d'avoir des hôtels neufs construits dans les centres-villes qui sont assez économes en énergie. Et on suit nos chantiers nous-mêmes, donc on peut choisir énormément de choses. On peut choisir de demander uniquement des matériaux européens. On peut choisir de privilégier les matériaux naturels comme le bois, le béton, la céramique. On peut imposer un certain nombre de règles et de normes en termes de développement durable pour que nos bâtiments soient plus économes en énergie et plus intelligents. Ça, c'est une première étape. Après, il y a l'étape de l'exploitation. Et là, il y a aussi plein de choix qu'on peut faire de base. Nous, par exemple, dans nos hôtels, dès le début, on a décidé qu'il n'y aurait pas de baignoire, qu'il n'y aurait que des douches. On a décidé qu'il n'y aurait jamais de minibar. Un minibar, il faut imaginer que parfois, ça représente 25% des consommations en énergie d'un hôtel. C'est juste du délire quand on y pense. Donc on a fait ce choix-là, on a choisi dès le début qu'il n'y aurait pas de peignoir parce que ça paraît complètement fou de nettoyer un peignoir par client en termes de consommation énergétique. Il n'y aurait pas de chaussons parce qu'aujourd'hui on les produit uniquement en Asie et là aussi on n'était pas trop pour ce bilan carbone-là. On a fait plein de choix comme ça, assez drastiques, qui nous ont jamais été reprochés par les clients. Il y avait pas mal de partis pris et ça a toujours été super bien vécu. Donc voilà, ça c'est les partis pris de l'exploitation. Pareil, on a choisi de mettre tout de suite des amenities, des produits cosmétiques en grands contenants et de supprimer toutes les miniatures. Après, ce qu'on fait pour que cette politique elle vive, c'est qu'on a créé un programme qui s'appelle Tomorrow is Now. Aujourd'hui, c'est demain. Qui vient un petit peu être notre atout communication interne et externe sur cette démarche. Alors déjà, ce logo, ce terme, il est utilisé physiquement dans tout l'hôtel pour expliquer aux clients notre démarche et pour éventuellement l'inciter aussi à avoir les bons gestes. Donc par exemple, il va retrouver dans le club la carte des produits locaux avec une carte, l'implantation de l'hôtel, et il y a marqué, voilà, nos confitures, elles viennent de 20 km à l'ouest, elles sont faites par Rebelle, qui est une entreprise qui récupère des fruits moches. Et comme ça, ils trouvent tous les fournisseurs de l'hôtel qui sont en local. On arrive à faire aujourd'hui 25% de nos achats à moins de 100 km de nos établissements, ce qui est un bon début. Donc, ça sert à la com vis-à-vis du client, mais ça sert aussi vis-à-vis de nos équipes.
Donc, chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place 2 nouvelles actions RSE à l'échelle du groupe et une action à l'échelle de l'hôtel. Et on essaie toujours d'équilibrer les actions qui font faire des économies, parce qu'il y en a certaines qui le permettent, les actions qui sont neutres d'un point de vue financier et les actions qui coûtent de l'argent. L'objectif, c'est qu'à la fin, on soit, ça coûte 0 ou alors vraiment pas trop d'argent, parce que c'est hyper important pour les hôteliers que la démarche RSE, ce soit pas quelque chose qui pèse de façon significative sur leur compte d'exploitation. Parce que malheureusement, si aujourd'hui, dans toutes les études marketing, on vous dit que les gens font attention à ce qu'ils réservent et qu'ils sont prêts à voyager plus green, ils ne sont pas encore prêts à payer 5 € de plus pour s'assurer que leur nuit d'hôtel est un peu plus développement durable qu'une autre. Nous, on a effectivement profité de ces confinements pour essayer de prendre du recul. Alors, le premier confinement, donc on a repositionné complètement notre offre F&B. Ça a été un gros boulot. Et on a dû aussi faire un truc pas très agréable, qui est un travail de maîtrise des coûts. Parce qu'on a bien senti que ça allait pas repartir tout de suite et qu'on allait avoir des sujets très compliqués durablement. Donc, on a fait un travail, ce qu'on appelle de cost engineering, de regarder tous les coûts qui sont dans nos comptes d'exploitation, de voir s'il y a des choses qui pouvaient être optimisées, des choses qui pouvaient être négociées. Et on a travaillé sur ces aspects-là avec toujours l'esprit de se dire, bon, quel arbitrage produit je fais ? Et parfois, en travaillant sur certains sujets, on a finalement des bonnes surprises. Je vous donne un exemple tout bête. On a décidé d'arrêter de se fournir en capsules de café chez Nespresso. Et on a créé un partenariat avec Terra Mocha, qui va nous fournir des capsules de café 100% bio et intégralement recyclables à un prix inférieur de 10 centimes par dosette. Oui. Donc là, forcément, c'est plutôt des sujets gagnants. On a un truc plus RSE, on a un truc plus sympa à raconter aux clients et en plus, on fait des économies. Donc voilà, parfois, il faut juste prendre le temps de bosser sur les dossiers et de les aborder différemment. Sur ce deuxième confinement, on est beaucoup en réflexion sur nos modes de travail. Parce qu'effectivement, autant la première fois, le Teams, machin, les gens trouvaient ça un peu rigolo. On a tous passé du temps chez nous à ranger nos maisons, à apprendre des langues, à faire des tas de trucs. Enfin, moi, j'ai eu un bébé, donc forcément, ça m'a un peu occupée. Mais voilà, et là, le deuxième, on sent que c'est difficile. On sent qu'il faut trouver des moyens de travailler efficacement et en même temps, on sent qu'on ne peut plus mobiliser les équipes pour qu'ils soient 8 heures par jour derrière Teams. Donc, on travaille sur les modes de travail et notamment les sujets d'organisation et de communication entre le siège et les hôtels. Alors, le sujet du management, c'est le sujet mais absolument central du moment et qui est effectivement pas évident à gérer. Donc, d'un côté, il faut beaucoup communiquer parce que quand on est tous derrière son ordi, il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus toutes les petites infos qu'on se passe au quotidien, il n'y a plus les petites conversations qui fait qu'on sait un peu tous comment vont les uns les autres. Et du coup, en fait, on perd une grande quantité d'informations. Donc, il faut beaucoup communiquer pour être sûr que les informations passent bien, pour s'assurer aussi que le moral des troupes tient, pour essayer de comprendre quelles difficultés rencontre chacun avec cette nouvelle organisation du travail. Donc, parfois, ça passe par des petites choses toutes bêtes, prendre son téléphone et puis appeler un des collaborateurs. J'ai senti qu'à la réunion de ce matin, ça allait un petit peu moins bien. Comment ça se passe à la maison en ce moment? Comment ça se passe tes projets? Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un mode de management dont on n'avait pas l'habitude parce qu'avant, on pouvait le faire à la pause café ou inviter son collaborateur à déjeuner. Le plus dur, je trouve, c'est les moments festifs. C'est vrai que chez Oco Hotel, c'est un peu dans nos traditions.
Le vendredi, s'il y a un truc à fêter, on ouvre une bouteille de champagne et puis on boit un verre ensemble. Et puis après, chacun organise sa vie comme il veut. Hein. Les plus jeunes, ils sortent faire la fête. Ceux qui ont des enfants, ils restent pour le premier verre et ils y vont après. Mais il y a cette tradition de fêter les choses ensemble. Et on a dû malheureusement faire un plan de restructuration au sein de nos sièges sociaux qui a abouti au transfert de certaines personnes du siège dans les hôtels et au licenciement d'une personne. Et je me souviens que quand on l'a annoncé, il y a quelques mois, on n'était pas confinés et on l'avait annoncé à l'hôtel de la Gare de l'Est. Une fois que ça a été dit, la première réaction des équipes, ça a été de dire allez, on va boire un verre. Et donc, on a tous bu un verre dans le club de la Gare de l'Est parce que voilà, on avait besoin de rester soudés autour de ça et de même plus avoir ça, c'est vraiment très, très difficile. Le mois de novembre, habituellement, c'est le mois où on fait les rencontres au co-hôtel. Une fois par an, on réunit toutes les équipes de direction des hôtels et l'équipe siège au complet, hein, tout le monde, les apprentis, les stagiaires. Donc, c'est vraiment un moment hyper privilégié où on réfléchit ensemble sur certains sujets. Donc, c'est par exemple le moment où on choisit ensemble les actions RSE pour l'année suivante. On coproduit des choses. C'est aussi le moment où on s'échange des informations. Et puis, il y a tout le côté personnel. Les nouveaux qui sont arrivés au fur et à mesure de l'année, ça y est, ils voient enfin en physique tout le monde. Ils peuvent expliquer leur travail. Et puis, c'est des fêtes épiques. Parce que on est tous comme ça. Ça finit à 4 heures du matin, mais à 9 heures, tout le monde est au boulot. Et ça c'est très dur de travailler sans et de maintenir la motivation sans. Donc voilà, on essaie de garder des petits rituels. Là, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour Noël, puisqu'on n'a pas de soirée de Noël. Est-ce qu'on va tous se retrouver sur Zoom avec notre petite coupette voilà, donc on travaille aussi sur tous les outils digitaux qui peuvent nous aider à maintenir le lien. Et en tout cas, on travaille à fond sur Teams. Et ça, pour le coup, c'est un super levier. Et ça nous a vraiment aidé à mieux communiquer en équipe et à être plus productif, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous, effectivement, c'est ça qui est très perturbant aujourd'hui, c'est que la plupart de nos hôtels sont fermés, mais on va en ouvrir 2 début 2021. On va ouvrir à Lille au mois d'avril et à Nice au mois de juin. Pour vous donner une idée, entre le moment où on commence à discuter d'un projet et le moment où on ouvre l'hôtel, il se passe entre 4 et 10 ans. Il n'y a pas de limite maximum. Donc, si nous, on s'arrête de développer maintenant, ça veut dire qu'on n'aura pas d'ouverture en 2024, 2025, 2026. Donc là, je pense qu'on peut tous se dire qu'on sera revenu au niveau d'avant-crise durablement. Maintenant, il va falloir qu'on fasse tourner aussi nos hôtels existants et les hôtels qui sont sur le point d'ouvrir. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ça nous permet de garder toute une partie de nos équipes, puisque ceux qu'on n'aurait pas pu garder parce qu'il y a trop peu d'activités vont pouvoir partir sur les ouvertures. Donc, ça nous permet de licencier personne dans les équipes opérationnelles. C'est magnifique. Ouais, on est assez content de ça parce qu'il y a pas mal de groupes de notre taille qui n'ont pas eu cette chance. Donc on s'en réjouit. Alors, on est sur ce format avec des petites innovations puisque notamment l'hôtel de Nice comprendra un bar à l'intérieur du club, un vrai bar physique. Ça, c'est un tournant qu'on a eu envie de prendre puisque à Nice, on s'installe dans la zone à 2 pas de l'aéroport. Donc là, on est vraiment sur une zone hôtelière où on n'a que de l'hôtel-bureau avec une restauration pas forcément tip-top. Donc, il n'y a aucun lieu de vie. Et on s'est dit, c'est une opportunité géniale
que notre club, évidemment, soit un super lieu de vie pour nos clients, mais qu'il attire aussi potentiellement les clients extérieurs à l'hôtel qui résident dans les hôtels alentours. Donc ça nous a paru nécessaire d'adapter le concept. Et puis, le vrai spoiler, c'est que en 2021, on va travailler sur un repositionnement de la marque. Parce que pour deux raisons. D'abord, quand on a lancé OCO en 2014, on était super innovant sur notre marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc on a besoin à nouveau de reprendre l'avance qu'on avait à l'époque. La deuxième raison, c'est que en fait, on se rend compte que OCO tel qu'il est aujourd'hui représente certaines contraintes qui nous permettent pas forcément d'aller sur tous les projets où on voudrait aller. On a aujourd'hui des propositions de développement à l'étranger, on a des propositions de développement dans des villes de plus petite taille, on a des propositions de développement sur des destinations qui sont plus loisirs que business. Et en fait, on se dit qu'on a constitué une super belle marque, qu'on a des méthodes de travail et qu'on a des atouts qui nous sont propres et que ce serait dommage de se limiter à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a envie de prendre le temps de la réflexion en 2021 pour se dire, OK, OCO aujourd'hui, c'est ça pour nos collaborateurs, pour nos clients, pour nos actionnaires, pour les gens du métier. Et demain, on voudrait que ce soit ça. Donc, il y a plein de pistes envisageables. Est-ce que du coup, on va se dire, en fait, OCO, c'est plus 4 étoiles. Est-ce que on va se dire, en fait, maintenant, OCO, ce qu'on veut mettre en avant en premier, c'est le développement durable. Donc, on pousse à mort le côté green. On peut tout envisager. La discussion, elle est ouverte et je pense que ça va être une année super enrichissante, d'autant plus qu'on se pose tous la question aujourd'hui en tant que professionnels, quels vont être les comportements des voyageurs à l'issue de la crise ? On a par exemple des entreprises qui nous demandent déjà, voilà, nous on a des collaborateurs qui nous ont annoncé qu'ils s'installaient dans des villes en province et qui viendraient travailler au siège 2-3 jours par semaine. Donc on aura besoin toutes les semaines de 2 nuits d'hôtel pour ces collaborateurs et ils souhaiteraient avoir un espace où ils peuvent sécuriser leurs affaires. Bon, ça c'est une demande parmi d'autres, mais qui revient souvent. Donc on va être amené à réfléchir à ces nouveaux modes de voyage et très probablement à modifier notre perception de l'hôtellerie de demain. C'est très compliqué parce que tant qu'on ne l'a pas fait, je ne peux pas vraiment le décrire. Ce qui est certain, c'est que la question à se poser quand on prend la décision de repositionner sa marque, c'est aujourd'hui quels sont dans ma marque les atouts et quels sont les freins, quels sont les partis pris qui représentent un frein pour le développement de cette marque. C'est dans ces cas-là qu'il faut faire ce travail, de prendre du recul. Et ce qui est super important, c'est quand on le fait, de laisser toutes les pistes ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a rien qu'on ne peut pas aborder. Parce que si on passe certains sujets sous silence, en fait, dans les années qui viennent, ils se représenteront à nouveau et on devra en discuter. Je vous donne des exemples de sujets dont on reparle un peu continuellement et sur lesquels j'ai envie qu'on tranche sur ce repositionnement. C'est est-ce que ça a un sens, effectivement, Colette, vous le dites très bien, et moi, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que ça a un sens d'avoir un classement avec des étoiles ? Si oui, le 4 étoiles est-il pertinent ou faut-il en envisager un autre ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'a que des chambres équipées en lit double ? On n'a pas de chambre twin, on n'a pas de chambre communicante, on n'a pas de chambre plus grande pour du moyen séjour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent ou est-ce qu'il faut étendre un petit peu notre segmentation ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire que des hôtels d'une taille de minimum 80 chambres ? Est-ce que pour aller s'implanter dans des villes plus petites, il faudrait qu'on imagine un OCO qui tourne économiquement à 50 chambres ? Est-ce que si demain, on accepte des franchisés, qu'est-ce qu'on leur donne comme norme design ? Voilà, donc il y a des tonnes de questions qui se posent. Et en fait,
elles sont toutes interconnectées. On ne peut pas chacun travailler dans son petit coin, l'équipe finance d'un côté, l'équipe opérationnelle et l'équipe produit. On est obligé vraiment de faire cette réflexion ensemble, d'y associer surtout les équipes hôtels qui, eux, ont leur perception de ce qui est au co-hôtel. Et il faut qu'à la fin, on ait tranché toutes ces questions et qu'on ait un nouveau positionnement qui soit super cohérent. Il y aura peut-être des décisions un peu difficiles ou un peu courageuses à prendre, mais l'exigence, c'est qu'à la fin, on soit tous fiers de ce qu'on a sorti, qu'on y croit et qu'il y ait quelque chose d'hyper logique. Ça, la cohérence en marketing, c'est quelque chose de compliqué à expliquer, mais je dirais presque que c'est de l'ordre de l'intuition. On se dit, OK, bah là, ça a du sens. Évidemment, alors nous, franchement, on ne demande rien de mieux que de pouvoir rouvrir des stages. Pour ça, il faut qu'on puisse rouvrir nos hôtels. Ça, c'est une vraie priorité. Et on est vraiment submergé de candidatures exceptionnelles auxquelles, évidemment, en ce moment, on ne peut pas du tout répondre. Donc, vous avez beaucoup de chance que votre période de stage soit en avril, parce que vraiment, j'espère que d'ici là, les perspectives économiques seront meilleures. Et nous, ça fait partie de nos priorités. Dès qu'on pourra rouvrir, on essaiera de prendre des stagiaires, peut-être pas autant que d'habitude, mais c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte parce qu'on se dit que si on ne vous offre pas de stage dans ces périodes-là, ça va être très compliqué pour vous d'avancer dans votre progression, dans votre diplôme. Et puis, on est bien content d'avoir recours au stage quand tout va bien parce qu'on considère que c'est un levier de recrutement. Il ne faut pas qu'on oublie notre responsabilité vis-à-vis de vous dans ces périodes un peu plus compliquées. Donc, on fera tout pour mettre ça en place.